Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Pour démarrer l'année, je vous emmène à l'INRIA à Bordeaux pour parler d'un sujet futuriste pourtant déjà concret et passionnant. Brancher son cerveau à un ordinateur n'est pas une idée nouvelle, mais les technologies actuelles nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension de l'activité cérébrale et donc d'imaginer de nouvelles interfaces commandées par notre cerveau. Alors concrètement, comment ça fonctionne et que peut-on déjà faire aujourd'hui ? C'est un système qui va mesurer l'activité cérébrale d'une personne à l'aide de capteurs généralement qu'on va poser sur la tête et qui va interpréter ces signaux cérébraux de façon à ce qu'une personne puisse interagir avec une machine uniquement grâce à son activité cérébrale. Donc par exemple, ça peut être un exemple typique, c'est une personne qui va imaginer des mouvements de la main gauche ou de la main droite qu'on va pouvoir reconnaître dans ces signaux cérébraux pour par exemple bouger un curseur à l'écran de souris vers la gauche ou vers la droite par exemple. Historiquement, les interfaces cerveau-ordinateur ont été créées pour justement des technologies d'assistance, pour que des personnes gravement paralysées puissent communiquer ou se déplacer grâce à des fauteuils roulants, des choses comme ça. Moi, je suis venu aux interfaces cerveau-ordinateur plutôt pour les applications grand public. En fait, dans mon master recherche et dans ma thèse, que j'avais fait avec Anatole Lécuyer à l'époque, on travaillait sur l'utilisation d'interfaces cerveau-ordinateur pour des applications de réalité virtuelle. Donc comment par exemple naviguer dans un environnement virtuel à l'aide d'une interface à ordinateur. L'idée c'était de proposer une nouvelle façon d'interagir avec des environnements virtuels, idéalement sans les mains. Et donc par exemple on avait développé un prototype de système qui permettait de naviguer, d'explorer un musée virtuel uniquement grâce à une interface à ordinateur en imaginant des mouvements des mains ou des pieds par exemple. Mais après je suis venu à travailler aussi pour des personnes paralysées par exemple. Et donc l'année dernière, en 2019, maintenant en 2021, on avait participé au Cybathlon, qui est une sorte de Jeux Olympiques des technologies d'assistance. Donc il y a des compétitions en fait dédiées par exemple à des exosquelettes, des prothèses, etc. Il y en a une dédiée aux interfaces cerveau-ordinateur où on a travaillé avec Wilfried Panatier, qui est un utilisateur tétraplégique qui a travaillé avec nous pendant des mois pour s'entraîner à contrôler une interface cerveau-ordinateur et participer à la compétition où différentes personnes tétraplégiques s'affrontaient dans un jeu vidéo de course contrôlé entièrement grâce à leur activité cérébrale. Donc l'idée c'était de stimuler la recherche et le développement des interfaces ordinateurs vraiment pour les utilisateurs finaux de ces technologies en fait. Mais attention, on ne lit pas dans les pensées, on ne peut pas détecter quel mouvement c'est. Donc en fait on sait que c'est un mouvement de la main gauche par exemple parce qu'il se passe des choses à droite, mais si la personne imagine faire coucou, claquer des doigts ou taper des doigts, on ne va pas faire la différence, le signal sera trop grossier pour qu'on puisse faire la différence. Pareil, c'est un calcul mental, on ne peut pas dire quel calcul mental c'est. On sait que c'est un calcul mental parce que ça implique une aire cérébrale dédiée aux calculs mentaux, mais on ne sait pas quel calcul mental la personne est en train de faire. Donc ça, c'est le genre de trucs sur lesquels moi je travaille et d'autres labos travaillent aussi. Sinon, il y a d'autres systèmes qui sont basés plus sur des réponses cérébrales à des stimulus extérieurs. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y a des boutons qui clignotent à l'écran. Et quand l'utilisateur va porter son attention sur l'un de ces boutons, on va avoir des réponses cérébrales au clignotement du bouton et donc on va pouvoir savoir que la personne est en train de porter son attention sur ce bouton-là plutôt qu'un autre. Mais il faut un stimulus. Après, et donc il y a généralement plusieurs types de stimulus sur lesquels on peut détecter plusieurs types de réponses cérébrales. Et enfin, alors moi je travaille pas là-dessus, mais il y a des gens qui travaillent avec des capteurs dans le cerveau, ou en tout cas dans la boîte crânienne, donc ça peut être en surface du cerveau ou même carrément dans le cerveau. Là, on peut voir des choses beaucoup plus fines. Là, on peut détecter par exemple des mouvements des doigts, détecter des mouvements des mains ou des choses comme ça plus finement, par exemple. Et là, récemment, il commence à y avoir des travaux qui montrent qu'on peut détecter de mieux en mieux des paroles prononcées. Donc, quelqu'un qui prononce des mots, on peut détecter dans son cerveau quelle est la production du mot, que ça soit dans les aires motrices du cerveau pour prononcer le mot ou alors dans les aires audio du cerveau pour traiter le son que prononce le mot, par exemple. Quand on imagine un cerveau qui communique avec un ordinateur, on pense assez vite à Elon Musk et à son projet Neuralink. Au-delà de la promesse et des gros titres, quels sont réellement ses objectifs et surtout quelles sont ses limites ? Entre les fantasmes transhumanistes et la réalité du terrain, qu'en est-il vraiment ? Ce que veut faire Elon Musk à très long terme, donc être vraiment capable de complètement, entre guillemets, mesurer notre cerveau et le transférer dans une machine, ça je pense que c'est clairement de la science-fiction. Je ne pense pas qu'il y arrivera un jour, ça paraît très très improbable, ne serait-ce que parce que notre cerveau est beaucoup trop complexe et beaucoup trop différent d'une personne à l'autre. Enfin, on a des centaines de milliards de neurones et encore plus de connexions entre tous ces neurones. Et donc savoir ce que ça veut dire et ensuite le transférer dans une IA, comme on fait en fait, parce que on n'a pas la vérité terrain et ça ne veut pas dire la même chose d'une personne à l'autre, donc je pense que c'est complètement impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie vraiment d'améliorer les capteurs pour mesurer l'activité cérébrale. Donc là encore, il est très 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 loin de ce qu'il veut faire, parce qu'il veut mesurer l'activité de tous les neurones du cerveau. Donc comme je disais, on en a des centaines de milliards.
pour l'instant, il arrive à en mesurer quelques milliers. Donc il est très très loin de du compte. Par contre, c'est quand même intéressant parce que le système qu'il développe mesure donc, peut-être 2-3 000 neurones simultanément. Les systèmes actuels existants mesurent quelques dizaines ou quelques centaines. Donc c'est déjà un progrès. Et donc ça permettra, on l'espère, parce qu'il est vraiment juste au début, il a montré le concept. On n'a pas trop vu ce qu'il pouvait en faire pour l'instant par rapport à ce qui existait déjà. Hein. Ce qu'il a montré avec son cochon, c'était des choses que d'autres labos faisaient déjà depuis longtemps avec des singes ou autre chose. Donc de ce point de vue-là, il le dit lui-même, hein, c'est du bon engineering, mais au niveau scientifique, c'est pas vraiment nouveau. Mais c'est vrai que son capteur est potentiellement intéressant. Il faut voir ce qu'il en fait et si la qualité de signal est suffisamment intéressante. Parce que c'est bien de pouvoir mesurer plein de neurones, il faut aussi que le signal soit de bonne qualité, donc à voir. Mais au moins, il cherche à faire avancer les choses, ça c'est positif. Ce qui est moins positif, c'est que du coup, comme je disais, ça fait très science-fiction et ce qu'il veut faire, il n'y arrivera probablement jamais. Mais du coup, ça va générer à la fois des craintes et à la fois des espoirs qui ne sont pas raisonnables. Parce que du coup, à l'écouter, on va pouvoir vraiment mesurer toute l'activité cérébrale et contrôler n'importe quoi grâce à une interface à ordinateur. Ça, c'est gênant parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu fragiles et à qui ça peut faire très très peur qu'on puisse mesurer toute leur activité cérébrale. Et effectivement, il ne faudrait pas qu'on puisse mesurer l'activité cérébrale et les pensées de tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème que nous, chercheurs en interface à ordinateur, on rencontre régulièrement. Moi et plusieurs de mes collègues, on reçoit relativement régulièrement des emails ou des coups de téléphone de personnes qui sont persuadées qu'ils ont une puce dans leur cerveau et que le FBI ou je sais pas qui mesure et espionne leur activité cérébrale. C'est bien sûr pas le cas, mais ça fait peur à beaucoup de gens. Et à l'inverse, pour les personnes gravement paralysées, par exemple, pour des tétraplégiques, s'ils voient la télé, ils entendent que ça y est, Elon Musk va pouvoir leur permettre de contrôler tout et n'importe quoi avec leur activité cérébrale, ils vont dire « Ah bah ça y est, mes problèmes sont réglés, je vais pouvoir revivre comme avant ». Et c'est malheureusement pas du tout le cas. Et ça va donner lieu à beaucoup d'espoir, ça va susciter beaucoup d'espoirs qui seront jamais assouvis en fait. Et donc ça, d'un point de vue éthique, ça pose beaucoup de problèmes. Le champ de recherche avance très vite grâce aux nouvelles technologies de capteurs et aux avancées du machine learning et de l'intelligence artificielle. Mais pour la recherche fondamentale comme les applications sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Pour l'instant, c'est tout ce qui est rééducation. Donc que ce soit rééducation motrice pour les gens qui ont eu un AVC, mais aussi rééducation peut-être affective, cognitive. Pour tout ce qui est dysfonctionnement cérébral, en fait, vu que les interfaces ordinateurs peuvent mesurer ça et potentiellement guider le cerveau à se réorganiser dans la bonne direction, ça pourrait aider. Donc c'est lié à tout ce qu'on appelle aussi le neurofeedback. Donc ça, c'est potentiellement assez prometteur. Et l'autre, c'est tout ce qui est estimation de l'état mental et cognitif de l'utilisateur pour faire des systèmes qui soient adaptatifs, personnalisés à l'utilisateur. Par exemple, pour l'éducation, je pense que c'est un truc qui est potentiellement très intéressant. Pour l'aéronautique, pour l'interaction en machine en général, pour faire des systèmes qui soient vraiment plus la collaboration entre l'homme et la machine, avec la machine qui s'adapte à l'homme et pas seulement l'inverse, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour les aspects vraiment applicatifs. Pour les aspects plus fondamentaux, des choses qui sont très intéressantes, des choses qu'il faudrait, c'est vraiment des nouveaux capteurs. Donc clairement, on a besoin de nouveaux capteurs parce que les capteurs qu'on a actuellement, ils sont plutôt... ce qu'on mesure, c'est quand même pas très clair. Donc ce qu'on mesure avec des capteurs sur la tête, en tout cas, c'est quand même une bouillie de ce qui se passe dans le cerveau. C'est des signaux qui sont bruités, des signaux qui sont pas très fiables. Donc on a vraiment besoin de nouveaux capteurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur différentes façons de mesurer l'activité cérébrale. On ne sait pas ce qui va marcher le mieux pour l'instant, mais c'est vraiment un domaine où il y a besoin de quelque chose. Et ensuite, encore plus fondamental peut-être, c'est essayer de comprendre ce que ça veut dire d'interagir avec une machine avec son cerveau. C'est-à-dire, on n'a pas de théorie pour l'instant qui nous dise c'est quoi, comment on modifie son activité cérébrale, comment on apprend à changer son activité cérébrale pour pouvoir communiquer avec un ordinateur. Qu'est-ce qui fait que ça marche chez certaines personnes et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas chez d'autres, pourquoi ça change, nos cerveaux ils changent d'un jour à l'autre. Et on n'a pas de théorie. Il faudrait qu'on ait des théories, comme il y a des théories en physique, en mathématiques, etc., pour expliquer tout ça, pour qu'ensuite on puisse, à partir de ces théories, construire des vrais systèmes qui soient vraiment optimaux et vraiment efficaces en fait.